Le contexte actuel burkinabé s'inscrit dans la continuité des luttes du peuple africain. Le peuple africain ne cesse de mener contre tous ses oppresseurs qui se dressent face à lui une résistance qui s'amplifie chaque jour un peu plus. Que ce soit les oppresseurs venus d'outre-mer ou que ce soit les oppresseurs qui sont natifs du continent. Bien souvent, ces derniers sont manipulés par des forces extérieures. Il y en a eu, il y en aura toujours, mais il y aura toujours des Africains debout pour pouvoir barrer la route à cette domination du continent au prix du sang, au prix de nos vies, si cela est nécessaire. Je profite donc de cette occasion, celle de la commémoration de la naissance de Thomas Sankara, pour lever un peu le voile et vous parler de ces héros méconnus de notre histoire contemporaine, qui, comme notre héros de ce jour, ont combattu l'impérialisme et leurs valets jusqu'au sacrifice suprême. Le thème de mon exposé est l'expérience du mouvement révolutionnaire du 22 février 1972, M22, au Congo-Brazzaville. Quels enseignements peut-on tirer? Je suis bien obligé de faire un rappel sur le contexte politique de l'époque parce que beaucoup d'entre vous n'étaient pas encore nés quand tous ces événements se sont passés. Et pour comprendre l'Afrique d'aujourd'hui, vous devez comprendre aussi les luttes d'hier, ce qui va vous permettre de faire une connexion pour comprendre qu'est-ce qui se passe aujourd'hui. Sinon, on ne pourra pas très bien suivre. Donc, le Congo, comme la plupart des anciennes colonies françaises d'Afrique, obtient son indépendance en 1960. Donc, quand je parle du Congo ici, ce n'est pas la RDC, c'est ce qu'on appelle le Petit Congo, donc la République qui fut populaire à un moment, donc le Congo-Brazzaville. Donc, sur le plan international, l'environnement à cette époque est la guerre froide. Le monde est divisé en deux blocs. Un bloc capitaliste, c'est-à-dire les pays occidentaux, avec les États-Unis d'Amérique, le Japon, l'Europe occidentale, et le deuxième bloc qu'on appelait le bloc communiste, avec l'Union des républiques socialistes soviétiques, la Chine et les pays de l'Est de l'Europe. Donc voilà les deux grands pôles de l'époque qui existaient, et le sujet dont on traite se situe dans ce contexte-là. Donc, 3 ans seulement après son indépendance, les syndicalistes congolais décrètent une grève générale de 3 jours, les 13, 14, 15 août 1963. Pendant cette période où il devait y avoir la grève, il y a eu une révolte, après causée par l'arrestation de 3 militants syndicaux. Donc, cette révolte va avant tout remettre en cause les excès du régime, le train de vie des dirigeants, le détournement des fonds publics, la corruption, les arrestations arbitraires et le refus du train de vie luxueux, insolent et occidentalisé des dirigeants. Contrastant bien sûr notoirement avec la situation des masses urbaines et paysannes qui vivent dans la pauvreté, pour certains dans l'extrême pauvreté. Donc cette révolte va rassembler en une seule force toutes les luttes qui jusqu'alors étaient menées ça et là, sans liaison. Elle va permettre la lutte dans l'unité de l'ensemble des forces politiques et sociales. La classe ouvrière par le biais des syndicats, la jeunesse regroupée dans plusieurs organisations distinctes, les paysans des alentours de Brazzaville, les femmes, la petite bourgeoisie, donc les employés de bureau, les artisans, les intellectuels,
le lumpen prolétariat qui va contribuer à la radicalisation du mouvement, destruction de villas, des éléments de la bourgeoisie bureaucratique à travers des mots d'ordre difficiles. Enfin, quelques éléments de la bourgeoisie bureaucratique vont se greffer à tout ce mouvement-là. Donc, ce mouvement populaire va balayer le régime qui était soutenu à l'époque par l'ancienne puissance coloniale, donc présidé par le président Fulbert Youl. Il va arriver au pouvoir le président Alphonse Massamba Deba avec toute cette jeunesse-là qui remet en cause beaucoup de choses et qui pose la question de l'indépendance politique et économique du pays. Donc, les questions de souveraineté, de dépendance vis-à-vis de l'ancienne puissance coloniale. Cependant, cette révolte d'août 63 n'a pas été le résultat d'un travail politique souterrain laborieux des révolutionnaires congolais. En fait, il s'agissait d'un mouvement spontané des masses qui a pris l'activité, qui a pris le dessus sur l'activité des forces révolutionnaires. Ça, il faut bien le comprendre. Donc, quand il y a des groupes révolutionnaires, et eux, ils pensent que la révolution viendra par leur travail. Mais quelquefois, la difficulté des populations peut faire de telle sorte qu'il y ait un mouvement spontané et qui balaie tout le monde. Voilà, donc c'est ce qui s'est passé. Donc voilà, donc le Congo devient alors le premier pays d'Afrique noire à avoir proclamé le socialisme scientifique. Certains d'entre vous sont peut-être trop jeunes pour comprendre ce que c'est que le socialisme scientifique. On pourra l'expliquer dans des débats. Mais retenez ce concept-là, c'était le premier pays d'Afrique noire à opter pour le socialisme scientifique. Donc, le pays rentre dans une ère d'effervescence dite révolutionnaire entre 63 et 66. Et dans cette période, le pays obtient le départ des bases militaires françaises en 1965. Il faut savoir que Brazzaville a été la capitale de l'Afrique équatoriale française. Donc il y avait une forte concentration de l'armée française avec des bases. Et donc quand les jeunes révolutionnaires de 63 arrivent au pouvoir, ils obtiennent le départ de l'armée française. Et je peux vous garantir que ce n'était pas simple. On lance une politique d'africanisation des cadres au niveau du secteur public, puisque depuis la colonisation, il restait encore dans l'administration des administrateurs coloniaux. C'est-à-dire que vous pouvez aller au ministère, vous avez le directeur du cabinet qui était un Français, tout simplement. Et donc, le pays a été obligé de lancer une politique d'africanisation des cadres. Dans les lycées, moi, j'ai passé mon lycée, pour la plupart, c'était des profs français. Donc, il a fallu, donc par des textes, faire de telle sorte et favoriser la montée en puissance des cadres africains au sein de leur propre pays. Donc, ensuite, le pays crée ce qu'on appelle des entreprises d'État, un secteur d'État. C'était pour essayer de concurrencer le secteur privé qui était totalement aux mains des personnes non nationales pour la plupart. Donc, comme paysage politique, il faut comprendre qu'il n'y a pas un multipartisme. Il y a un seul parti, une seule organisation de jeunesse, un seul syndicat ouvrier, une seule organisation des femmes, une seule organisation des tout-petits, des pionniers, dont le film parlait tout à l'heure, les tout-petits, une seule organisation, un seul syndicat étudiant qu'on appelait l'UGEP, et ce syndicat se voulait anti-impérialiste et indépendant du pouvoir. Donc ça a posé des problèmes plus tard, puisqu'il a fini par être dissous. En dépit de ces maigres conquêtes, le régime du président Alphonse Massamba Deba n'arrive pas à résoudre la crise économique et sociale qui s'intensifie chaque jour. La misère s'accroît, le mécontentement populaire aussi, et surtout les arrestations arbitraires. L'arrestation du capitaine Marien Gouabi en 1968, qui refuse de rejoindre son poste d'affectation à Pointe-Noire, met les parachutistes en mouvement qui vont le libérer le 31 juillet. Donc,
à partir du moment où on a libéré le président Marian Gouabi, c'est une façon de balayer aussi le pouvoir de Massamba Deba. Donc c'est Marian Gouabi, libéré par les paras, qui prend le pouvoir. Donc le pays déclare officiellement vouloir réajuster la révolution et entre dans la voie de ce qu'on appelle la révolution nationale démocratique et populaire. On retrouvera en 83-84, pour faire un parallèle avec le Burkina, cette même orientation idéologique dans le processus burkinabé mené par Thomas Sankara, qui met en place ce concept et le début de la réalisation. Le pays soutient la lutte, les luttes de libération de l'Angola, puisque l'Angola étant une colonie portugaise à l'époque, du Mozambique, colonie portugaise à l'époque, de la Guinée-Bissau, colonie portugaise à l'époque, Sao Tomé et Principe. Soutient la résistance du peuple vietnamien contre les bombardements quotidiens américains sur le Nord-Vietnam, et soutient le Fatah de Yasser Arafat. Cependant, on peut noter que sur le plan social, il y a la diminution de la capacité des populations à se nourrir correctement. En plus, les questions de la dépendance, les questions que la jeunesse posait sur l'indépendance du pays, etc., n'étaient pas résolues. Le divorce entre le discours et la réalité devient de plus en plus éloquent. Donc, les contradictions apparaissent au niveau du parti, puisque c'était un seul parti qui dirigeait l'État, et à cette époque-là, c'était le parti qui dirigeait l'État, c'est-à-dire que pour être chef de l'État, il fallait être chef du parti, celui qui contrôlait le parti devenait président de la République. C'était comme ça. Donc, les divergences au sommet, au niveau du parti, donc ce sont des divergences qui vont se reporter au niveau de l'État. Donc, dans le parti unique, il y a toutes les influences, ceux qui sont pour, ceux qui sont contre, ils sont tous dans le même parti. Et cette guerre d'école au sein du parti va faire de telle sorte que cette jeunesse qui avait accompagné le mouvement d'août 63 pense à tort ou à raison que la droite du Parti congolais du travail veut les éjecter du pouvoir. Donc, la question s'est posée, qui va dégager les autres? Le premier, est-ce la droite du parti ou est-ce la gauche du parti? Et c'est ce qui s'est passé le 22 février 1972. Donc, le lieutenant Ange Diawara, avec ses compagnons, vont tenter de renverser le pouvoir du président Marian Gouabi, considéré comme allié de la droite du parti. Ils échouent dans leur tentative. Il s'ensuit une terrible répression. Ange Diawara, Jean-Baptiste Ikoko, Jean-Pierre Oluka, Jean-Claude Bakekolo, donc 4 fugitifs qui vont fuir, puisque tous les autres sont arrêtés, et il y aura près de 1600 arrestations, et puis il y a 4 fugitifs. Donc, il va y avoir 3 assassinats pendant cette répression-là, du lieutenant Prosper Matumpapoulo à Pointe-Noire, du membre du comité central, ancien ministre Élie Théophile Ichou, du chanteur populaire que certains connaissent à travers ses disques qui sont immortels, Franklin Bukaka, qui a chanté Pont sur le Congo, Les Immortels, etc., tout ça là, qui seront froidement assassinés. Les 4 réfugiés vont écrire un texte, l'autocritique du M22, dont l'Harmattan a publié et qui se trouve sur les tables là-bas. L'autocritique du M22. C'est un texte qui va fédérer ce qui reste de la gauche progressiste en ce moment-là au Congo. Et dans ce texte, ils reconnaissent les fautes qu'ils ont commises quand eux, ils étaient à la tête de l'État. Donc, ils critiquent leur propre pratique au pouvoir, ce qui ne se voyait jamais. C'est rare de voir un homme politique reconnaître qu'il a fait des fautes pendant qu'il exerçait. Donc, ils ont critiqué les comportements qu'ils avaient, du subjectivisme, de l'occidentalisme, de l'entrisme, de l'esprit combinard, etc., tout ça là. Donc, à travers son activité politique et son dynamisme, le groupe va redonner à la lutte contre le néocolonialisme au Congo un nouvel élan. Donc, ils créent un foyer révolutionnaire, reprennent contact avec leurs sympathisants et constituent ce qu'on appellera le M22, donc le mouvement du 22. Donc,
il arrive qu'en 1973, il y a la fin tragique, c'est-à-dire que le pouvoir congolais arrive à arrêter et assassiner tout le noyau dirigeant, donc ceux qui étaient retranchés à la campagne, donc les Ange Diawara et ses 4 compagnons, plus tous les jeunes qui les avaient suivis, une dizaine, 17, tous exécutés. Donc le texte autocritique du M22 qui est là tire pour la période 63-73 des leçons importantes et apporte un nouvel éclairage sur l'évolution de la lutte révolutionnaire au Congo, à savoir la nécessité de créer une organisation autonome de la classe ouvrière pour organiser et impulser le mouvement de masse, la destruction de l'appareil d'État bourgeois bureaucratique et néocolonial, instrument de domination et d'exploitation des masses populaires au service de l'impérialisme et de la classe dirigeante. Il s'agit ici de créer les bases d'une indépendance économique pour que chaque Congolais ait les moyens de vivre décemment, que l'école marche, que les services de santé fonctionnent et soient gratuits, de construire des routes, des ponts, etc. En un mot, de créer les conditions du développement. L'on peut considérer comme autre acquis de cette expérience la lutte pour la véritable souveraineté du pays, le départ des bases militaires françaises, ce que j'avais dit, la laïcisation de l'enseignement et ce qui permettait aux élèves et aux étudiants d'avoir le même programme, qu'il soit du public ou du privé. Bon, parce que les gens ont la capacité de vouloir créer, selon qu'ils sont dans des écoles privées, de ne pas vouloir respecter le programme officiel. Et là, c'était terminé, tout le monde avait le même programme. Quel enseignement tirer de tout ça? Alors, ce sont des jeunes Africains qui, au début des années 70 au Congo-Brazzaville, qui ont pris l'initiative de renverser la table. Car la pratique du pouvoir en place de l'époque ne cadrait pas tout à fait à l'idéologie officielle gravée comme dans le marbre. Le régime se voulait socialiste, donc à gauche toute. Mais dans la réalité, ce n'est pas ce qui se passait. Donc ces jeunes qui étaient menés par le lieutenant Diawara avaient autour d'eux des militaires, des élèves, des étudiants, des ouvriers, et avaient pour but non seulement de renverser le pouvoir, mais aussi de le prendre et de l'exercer, pour mettre en place leurs idées. C'est sans doute à ce niveau que l'on peut s'apercevoir des différences entre le M22 et le mouvement qui vient de balayer Blaise Compaoré. Parce que dans le mouvement qui vient de balayer Blaise Compaoré, les manifestants ont d'abord voulu empêcher Compaoré de modifier la Constitution. Ensuite, progressivement, ils ont demandé à Compaoré de démissionner. Ils ont obtenu, les deux, ils ont obtenu le fait de ne pas modifier la Constitution, ils ont obtenu aussi le départ de Compaoré. Mais le seul problème, c'est qu'ils n'ont pas prévu qui dans le mouvement viendra prendre le pouvoir. Et le problème du Burkina aujourd'hui est celui-là, parce que ceux aujourd'hui qui gèrent et dirigent le Burkina, ce n'étaient pas ceux qu'on attendait en fait. Ce n'est pas ceux-là qu'on attendait. Donc aujourd'hui, ceux qui étaient hier les amis de Compaoré, ils sont aujourd'hui aussi aux affaires. Donc c'est pourquoi aujourd'hui nous nous posons la question, qu'est-ce que un Isaac Zida ou un Michel Kafando font à la tête de la transition? L'avenir ou l'histoire nous le dira. Mais en tous les cas, en ce qui nous concerne, on met beaucoup de points d'interrogation. Donc au Burkina, on peut dire que les deux objectifs immédiats ont été atteints. Et dans le cas du Congo, il n'en a rien été. Donc on a voulu le départ de Ngouabi. Ngouabi a gagné. Et la jeunesse et tous ces leaders qui contestaient ont été liquidés, exécutés. Donc l'expérience congolaise proprement dite nous apprend qu'il est nécessaire de poser correctement, dans le cas des luttes de libération, la question de l'organisation des révolutionnaires. C'est-à-dire que si vous ne vous organisez pas correctement,
ce n'est pas la peine d'amener les gens à aller vouloir conquérir le pouvoir pour arriver et dire qui prend le pouvoir. Si on dit qu'on veut aller au pouvoir, il faut créer les conditions d'aller prendre et d'exercer le pouvoir. Donc, il faut éviter d'aller en demi-teinte. Cependant, qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, puisque le M22, en tant que mouvement politico-militaire, n'existe plus? Ce qui reste, il reste des idées. Il reste des idées, ces idées même qui nous animent aujourd'hui, de nous battre pour sortir le continent de sa longue nuit, de cette nuit dans laquelle les autres voudraient nous maintenir, qui s'appelle traite, qui s'appelle esclavage, qui s'appelle colonisation, qui s'appelle aujourd'hui néocolonisation. Nous devons nous battre, continuer à nous battre pour sortir le continent de cette difficulté-là. Donc, pour finir cet exposé, je voudrais ici, au nom de la Ligue panafricaine Umoja, lancer un appel aux panafricanistes ici présents à rejoindre la Ligue panafricaine Umoja afin de réaliser ensemble la marche vers la construction de l'État fédéral et de cesser de croire que les États-Unis d'Afrique, quand bien même, quand on interroge tous les Africains, ils sont tous d'accord pour qu'on ait les États-Unis d'Afrique, mais en tous les cas, pour que les États-Unis d'Afrique arrivent, ne pensons pas que ça va être fait par procuration. Ne dites pas que ce sont les autres, c'est nous, nous-mêmes, qui devons créer les conditions pour que cela soit possible. Donc, nous, au niveau de la Ligue panafricaine Umoja, je le répète encore ici, nous acceptons en notre sein tous les courants panafricanistes, que tu sois lumumbiste, garvéiste, diopiste, kroumiste, sankariste, pourvu qu'on soit d'accord sur des objectifs clairement partagés, afin que dans chaque territoire africain, la lutte politique soit menée. Notre organisation est la vôtre. Elle a mis le cap sur la construction d'une organisation fédérale dans laquelle se reconnaîtront tous les courants acquis à la finalité, c'est-à-dire la construction de l'État fédéral. Conséquence logique, on aura une monnaie commune, une défense commune, une citoyenneté commune. Donc voilà la réponse que vous propose aujourd'hui la Ligue panafricaine Umoja, construisant ensemble une organisation fédérale qui nous conduira à réaliser l'avènement des États-Unis d'Afrique. Umoja ni nguvu. Je vous remercie.